Je commence. C'est bon, je peux y aller, c'est de votre côté? Ouais, très bien, Elias. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Bon, même si tu as fait une petite présentation, Cyril, pour ceux qui sont arrivés après, donc, je me présente, je suis chercheur au CNRS, enfin chercheur postdoctorant, pardon, au CNRS, au sein des UMR Géosciences Rennes et Espaces et Sociétés. Et je travaille sur la gestion locale de l'eau dans les territoires. Et donc, avant d'aller plus en détail, vite fait quelques éléments de contexte sur la recherche que je mène. Donc, moi, je m'intéresse surtout à la gestion quantitative de l'eau dans le contexte de multiplication des extrêmes climatiques qu'on observe ces dernières années, par exemple la sécheresse ici sur la Loire en 2022, ou encore les inondations qu'on a eues à Redon l'an dernier. Mais il y a bien d'autres endroits aussi en France qui ont connu les mêmes problèmes. Le tout combiné à des multiplications de tensions dans l'espace public. Vous avez pu voir par exemple ici les manifestations de Sainte-Soline en 2023. Donc moi, toute la question au centre de mon travail, c'est bah, quelle trajectoire on peut trouver de manière partagée, c'est-à-dire en mettant tout le monde autour de la table, pour permettre l'adaptation des territoires face à tous ces risques liés à l'eau. Donc comme j'avais précisé dans le petit résumé, en fait tout l'intérêt de ce travail, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à travailler là-dessus. Et notamment, moi, en fait, à la base, j'ai un parcours en écologie forestière, où j'avais mené donc pendant plusieurs années des travaux à la fois en métropole, en outre-mer et à l'étranger, pour mieux comprendre donc la dynamique des forêts. Et en fait, à l'issue de tout ce parcours, je m'étais rendu compte que ça me permettait de mieux comprendre, mais en fait, ça n'empêchait pas forcément, on va dire, la destruction des écosystèmes que j'étudiais. Et je me suis posé la question de me rapprocher un peu des sciences sociales pour essayer de favoriser un petit peu plus de passage à l'action pour la préservation. Donc, j'ai commencé au début à m'intéresser à l'interdisciplinarité, aux questions de relations entre nature et société, en lien avec notamment les questions démographiques, puis à l'étude des systèmes socio-écologiques. En fait, toutes ces réflexions m'ont amené ensuite à trouver une thèse sur la gestion locale de l'eau dans l'agglomération de Lorient, dans le Morbihan, donc en Bretagne, que j'ai menée donc, dans les laboratoires auxquels je suis toujours associé actuellement, et qui visait en fait à développer une méthodologie pour une gestion participative et prospective de l'eau dans les territoires, en m'appuyant donc sur des disciplines nouvelles par rapport à ce que j'avais mené actuellement. Donc actuellement, mon parcours en postdoctorat, il vise en fait à poursuivre ce travail au sein de nouveaux territoires, notamment donc aux Pays Basque, où j'ai été beaucoup appliqué jusqu'à présent, et également en Savoie et dans les Vosges plus dernièrement. Et donc plus concrètement, par rapport à ce que je fais dans mes recherches, en fait, les sciences sociales, elles me servent à beaucoup de choses, mais en particulier, elles m'ont permis de mieux comprendre en fait les limites autour de la gestion actuelle de l'eau. Et je ne sais pas à quel point vous avez des connaissances dans ce domaine, mais en gros, pour simplifier les choses, on va dire qu'une gestion durable des ressources en eau, on pourrait identifier trois grands enjeux à prendre en compte. Donc déjà, un enjeu, on pourrait dire de cohérence, c'est-à-dire l'idée que tu faut adopter une vision transversale et systémique de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, c'est pas uniquement l'eau potable, mais ça concerne également tout ce qui va être lié à l'urbanisation, l'agriculture, etc. Un enjeu ensuite d'anticipation, avec l'idée de définir des trajectoires qui prennent en compte l'évolution future liée au climat. Et enfin, un enjeu de participation afin de construire donc, des dynamiques qui intègrent l'ensemble des acteurs locaux, ceci dans l'idée d'essayer de limiter autant que possible les événements comme on a pu connaître à Sainte-Soline ou ce genre de conflit. En fait, le problème, c'est que l'approche actuelle, elle ne parvient pas à répondre à tous ces enjeux. Donc on a déjà, d'une part, une gestion qui est très cloisonnée, avec des services en charge de, on va dire, l'urbanisme, des services en charge de l'eau potable, de l'assainissement, etc. Et j'aime bien prendre l'exemple on va dire, d'un service qui choisit d'ouvrir à l'urbanisation une zone, mais sans même se poser la question de s'il y aura suffisamment d'eau pour l'alimenter par la suite. Voilà, ça c'est un exemple très concret et courant qu'on peut observer. Également, cette gestion, elle prend très faiblement en compte les impacts du changement climatique, voire même le prend pas du tout en compte d'ailleurs. Et enfin, la question de la participation, la gestion actuelle de l'eau, elle intègre très faiblement les acteurs locaux et en particulier la société civile. Et donc, dans tout ce cadre, moi, mon travail, ma problématique, en fait, c'est d'essayer de naviguer entre ces trois grands enjeux et de réfléchir à comment mettre en œuvre une gestion de l'eau qui soit à la fois plus transversale, anticipative et inclusive. Et donc, pour ça, j'ai plusieurs hypothèses que je porte depuis plusieurs années. Sur les aspects de cohérence, donc mon hypothèse, c'est en gros de favoriser le partage de connaissances transversales, en gros pour permettre de mieux comprendre les enjeux locaux. Sur le volet anticipation,
L'idée, c'est de favoriser l'accès à des outils, notamment de prospective et de modélisation, pour aider à mieux anticiper les évolutions futures. En fait, ces deux enjeux questionnent directement le rôle qu'on peut avoir, nous, en tant que chercheurs, et le lien qu'on peut faire avec les territoires pour les accompagner dans dans toutes ces trajectoires-là. Et enfin, vis-à-vis des enjeux de participation, en gros, l'hypothèse que je fais, c'est d'essayer de mettre en place des espaces ou des outils qui permettent une mise en débat de ce sujet pour en discuter. Et donc, ma recherche actuelle, elle se structure en plusieurs axes. On va dire mon premier axe, globalement, c'est avant d'identifier des trajectoires futures, l'idée, c'est déjà d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, les tenants aboutissants. Et donc, à travers cet axe-là, j'essaye de favoriser, en gros, les échanges et relier les différents usagers de l'eau dans une démarche qui soit transversale et inclusive. Et notamment, un des gros enjeux, c'est vraiment mieux comprendre les processus hydrologiques à l'échelle de son territoire. Et en particulier, je suis dans un labo de géosciences, donc on essaye aussi de mieux faire prendre conscience de toute la dimension souterraine des ressources, et notamment tout ce qui est lié aux nappes. Souvent, c'est très peu connu, très mal représenté dans les schémas, dans l'imaginaire. On peut avoir le type de schéma que vous avez là. Je ne sais pas vous, à quel point vous connaissez ça. Moi, avant d'arriver dans un labo de géosciences, je ne m'étais jamais posé la question. J'avais vraiment l'image de poches d'eau sous le sol, alors qu'en fait, c'est pas du tout la réalité. Les nappes, ça ressemble plutôt à ce qu'on a sur la droite. Également, on ne peut pas comprendre le cycle de l'eau sur son territoire si on ne comprend pas les interactions qu'il peut y avoir entre ces nappes et la surface. Et à nouveau, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais de pourquoi les rivières coulent lorsqu'il pleut pas. En fait, c'est simplement que c'est les nappes qui les alimentent. Donc c'est un processus vraiment hyper important à prendre en compte quand on souhaite gérer l'eau sur son territoire. L'autre chose hyper importante qui me semblait de prendre en compte, c'était tout le lien entre l'eau et les sols. Et notamment, par exemple, ici, l'impact de l'aménagement du territoire et de l'urbanisation sur l'hydrologie des bassins versants. On pourrait aussi prendre en compte l'impact de tout l'aménagement des cours d'eau qui ont été faits à l'échelle des territoires. Et donc, pour permettre cette prise de conscience, moi, je me suis appuyé sur des approches, on va dire de manière grossière, de jeu sérieux. Et j'avais développé durant ma thèse un outil qui s'appelle Trajectoire eau et territoire, et qui donc, à l'aide de cartes, d'un plateau et de petits cubes, l'objectif, c'est justement d'aider, d'apporter ces connaissances, d'en discuter, de rassembler tous les acteurs locaux, et surtout, à l'issue de tout ça, de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre sur le territoire comme trajectoire pour s'adapter. Donc au-delà de mon travail actuel dans les 4 territoires que je vous ai présentés au début, cet outil, il est aussi porté par une association qui m'accompagne et qui m'aide à le déployer en fait à l'échelle nationale dans un grand nombre de territoires maintenant. Ça, c'était le volet numéro 1 de mon travail. Volet numéro 2, on va dire le deuxième axe, c'est vraiment comment définir des trajectoires en gros d'adaptation pour les territoires, et comment anticiper l'avenir. Donc pour ça, moi je m'appuie sur des approches de modélisation numérique et de prospective. Et en l'occurrence, en France, on a la chance, il y a 1 an et demi, là c'était porté par l'INRAE en partie, il y a le projet Explore 2 qui a permis de fournir on va dire, mises à jour sur les trajectoires climatiques prévues pour la France. Et c'était un travail vraiment hyper à la base de tout ce que je mène. Le truc, c'est que en fait, ce travail, il prenait en compte que le climat. Et en fait, d'un point de vue à la fois de gestionnaire, mais également pour la recherche, se pose la question de l'impact de tous les autres, on va dire, impacts anthropiques, et notamment tout ce qui va être lié au changement de couverture des sols et aux usages de l'eau. On sait que ça a un impact sur l'hydrologie qui est très marqué, et en plus, c'est d'autant plus important que c'est là que sont tous nos leviers d'adaptation pour les territoires. Donc moi, depuis ma thèse, on va dire le travail que je mène, il vise en gros à coupler les trajectoires climatiques avec des trajectoires d'évolution du territoire d'un point de vue socio-économique pour identifier justement ces trajectoires souhaitables. Et donc pour ça, je m'appuie sur différents outils de modélisation, donc notamment un modèle qui me permet en fait de prendre en compte tous ces éléments, donc, en prenant en compte à la fois le climat, l'évolution des aspects liés au sol, donc la couverture du sol, la structure du sol, etc., les usages de l'eau, toute la dynamique des écoulements dans le milieu souterrain et la géologie. Et donc là, je prenais l'exemple, en gros, en se basant sur le passé, ça me permet de calibrer les modèles. Donc par exemple ici sur des débits de cours d'eau sur un bassin versant en Bretagne que j'avais fait durant ma thèse. Donc l'idée c'est, une fois qu'on a calibré sur le passé, de faire évoluer l'avenir, donc à la fois en prenant les trajectoires climatiques, de faire évoluer des scénarios vis-à-vis de trajectoires socio-économiques, pour ensuite avoir une idée de la quantité d'eau disponible pour le territoire. Donc, j'obtiens différents types de résultats, par exemple sur l'humidité des sols, sur les débits des cours d'eau, les niveaux de nappe.
Ça me permet aussi de faire le lien avec mon premier axe, et notamment, en fait, tout ce travail de modélisation, il me permet de donner des réponses concrètes à des solutions qui auraient été identifiées lors d'ateliers de sensibilisation. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre question que je porte aussi dans cet axe de recherche, c'est en fait de réfléchir à comment rendre, on va dire, accessibles les connaissances, et surtout appropriables pour l'action. Donc tous ces modèles, ça parle pas beaucoup à des acteurs locaux. L'idée, c'est comment rendre compréhensibles ces résultats de modèles. Donc, parmi toutes les approches que je mène, j'essaye notamment aussi d'intégrer ces résultats directement dans des ateliers de sensibilisation. Donc c'est une des manières que j'ai trouvées. Et donc à l'issue de tout ce travail, les perspectives que j'ai actuellement, en fait, elles sont principalement portées par les autres territoires où j'interviens. Pour le moment, ma thèse, c'était donc le Morbihan. Ensuite, depuis 2 ans, j'ai été surtout impliqué au Pays Basque. Et en fait, dans ces deux territoires, les enjeux entre l'eau et les sols, ils sont surtout liés à, on va dire, à des territoires majoritairement urbains et agricoles. Et donc, c'est surtout ces thématiques-là que je me suis intéressé pour le moment. Maintenant, en me tournant vers des territoires en Savoie et dans les Vosges, on est plutôt sur des zones qui sont majoritairement couvertes de forêts. Et donc, à mon sens, en fait, ne pas prendre en compte ce lien entre la forêt et l'eau, ce serait passer à côté d'une grosse partie des enjeux sur ces territoires. Donc, toute la question que je me pose actuellement, c'est de quelle manière adapter ma démarche à ces territoires forestiers. Donc, à ce niveau, cette adaptation, je la prends donc à mes différents axes. Donc, déjà, sur le volet sensibilisation, je suis déjà en cours de développement on va dire, d'une extension de mon outil sur ces enjeux eau et forêt, avec l'idée, en gros, de permettre aux participants de mieux comprendre l'impact des couverts forestiers sur l'hydrologie des bassins versants, qui aille bien plus en profondeur que ce que j'avais actuellement. Là, actuellement, on creusait juste l'impact de la déforestation, par exemple. Et l'idée, c'est aussi de voir dans les solutions euh, surtout quelles sont les conséquences de différents modes de gestion forestière sur l'hydrologie, et du coup, quel levier d'adaptation dans cette gestion de la forêt on pourrait avoir pour le territoire. Ça, c'est un travail que je mène, c'était une demande de Commune Forestière Nouvelle-Aquitaine, donc je mène ça en collaboration avec eux, ainsi qu'avec le Parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin. Et l'idée, c'est donc d'expérimenter cet atelier dans l'année, là, sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté. Et ensuite, si je reviens à mon deuxième axe, qui était donc lié à l'approche de modélisation et de prospective, la question que je me pose, donc moi à la base, avec ma formation en écologie, c'est très bien de voir l'impact sur l'hydrologie, mais bon, il y a les activités humaines derrière qui en découlent, mais il y a aussi tout l'impact que ça pourrait représenter sur les écosystèmes par la suite, qui me semble être indispensable de prendre en compte. Donc sur le volet écosystème aquatique, je travaille déjà avec des collègues de l'INRAE sur le Pays Basque pour étudier par exemple l'impact de l'évolution des débits sur les populations de poissons. Et je me pose la question de si ce travail ne pourrait pas également vous servir, vous, sur la suivi des écosystèmes forestiers, notamment le travail que je vais mener sur les Vosges. Voilà, peut-être des, des collaborations pourraient être faites entre nous à ce niveau-là. Mais surtout, moi, ce que je souhaiterais creuser, en fait, c'est de quelle manière la gestion forestière pourrait permettre, en fait, des leviers d'adaptation pour les territoires qui ont, on va dire, une certaine couverture forestière. Donc ça passe par, bien entendu, du travail de terrain de mesure et après du travail de modélisation, d'intégrer toutes ces données-là dans mes approches de prospective. Et de ce que j'ai pu voir, en fait, c'est vraiment un gros enjeu à la fois pour les gestionnaires locaux. Moi, à plein d'endroits, beaucoup de gestionnaires souhaiteraient plus de liens justement avec la forêt à ce niveau-là. Et du peu que j'ai pu creuser, j'ai l'impression que c'est un gros enjeu aussi au niveau recherche. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail fait à ce niveau-là. Voilà, c'est des questions que je me pose et si ça peut intéresser certains d'entre vous, je serais très heureux qu'on puisse essayer de les creuser ensemble. Et enfin, pour finir, le, mon dernier gros axe de recherche, donc ça c'est un petit peu plus que ce que je propose dans le cadre de mon projet pour le CNRS. En gros, les travaux que j'ai menés actuellement ont permis aux acteurs locaux de mieux comprendre les choses, d'anticiper ce qui va se passer à l'avenir et de se mettre d'accord sur des trajectoires futures. Maintenant, concrètement, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on atteint ces trajectoires, comment est-ce qu'on initie toutes ces transitions. En fait, moi, à mon sens, pour initier ces transitions, ça passe nécessairement par la mise en place de leviers économiques, pour en gros, qui contribue, comment. Et pour illustrer ça, en fait, la manière dont ça fonctionne actuellement, notre économie, en tout cas de l'eau, à l'échelle locale, je vais prendre l'exemple d'un territoire qui a deux types de parcelles. Une parcelle qui est constructible. Et là, c'est une parcelle à la fois pour le propriétaire
qui va rapporter beaucoup d'argent. Pour la commune, si c'est construit, bah, ça va rapporter des impôts locaux, etc. Donc c'est valorisé économiquement. De l'autre côté, on a une autre parcelle, ça va être une zone humide, ça va être un autre espace naturel. Ça, d'un point de vue économique, ça vaut zéro ou presque, en tout cas. Le problème, c'est que voilà, on sait que vis-à-vis de la protection de l'eau et des bassins versants, bah, en fait, ces parcelles qui sont censées valoir zéro, elles ne valent pas zéro. Du coup, il y a plusieurs euh, choses que j'envisage d'expérimenter. Il y a des approches notamment autour des paiements pour services environnementaux qui existent déjà pour faire le lien entre qualité de l'eau et agriculture, beaucoup. En lien avec la forêt, j'avais eu connaissance d'un projet qui avait été mené dans les Alpes, qui faisait le lien pareil entre gestion forestière et captage d'eau. Voilà. Mais moi, de manière plus globale, ce que j'aimerais explorer, en fait, c'est plutôt faire le lien entre, en gros, comment l'économie, à une échelle plus régionale, peut permettre de relier les territoires entre eux, à l'échelle d'un bassin versant, pour que, en gros, bah, les bénéficiaires à l'aval contribuent aussi économiquement aux aménagements qui sont réalisés à l'amont et qu'en gros, ça puisse bénéficier à ceux qui mettent en place des bonnes pratiques. Donc pour ça, bah déjà, faire le lien avec mon approche de prospective et de modélisation hydroclimatique, déjà de s'appuyer sur des connaissances en économie. Donc, je souhaite faire le lien aussi avec les sciences économiques pour ça, pour en gros quantifier le coût de l'inaction versus le coût de l'action. Et en fait, dans l'idée d'après, bah, voir quels leviers on pourrait mobiliser. J'ai mentionné les paiements pour services environnementaux, mais il pourrait y avoir plein d'autres choses qu'on pourrait envisager. En gros, l'idée, c'est de voir bah, comment est-ce qu'on mobilise ça pour atteindre cette trajectoire souhaitable, que ce soit, comme je disais, donc sur le Morbihan ou le Pays-Bas, ça va être surtout sur le volet agricole et urbain, mais également, bah, moi, je souhaite l'expérimenter sur le volet gestion forestière. Si des gestionnaires forestiers souhaitent mettre en place des pratiques qui bénéficient au reste du bassin versant, comment est-ce qu'on intègre ça dans une approche économique? Voilà. J'ai fini ma présentation, je suis pile dans les temps et je suis dispo s'il y a des questions. Merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment limpide, facile à suivre et très agréable. Et puis voilà, donc si, c'est ouvert aux questions, si vous avez des questions ou des remarques ou des propositions. Bon, je laisse le temps des questions à Mathias. A déjà une question, il était le premier à lever la main. Oui, merci. Très intéressant. Je me demandais, là, dans cette dernière diapo, vous montrez bien, il y a voilà, c'était un peu avant la gestion forestière, comment ça joue. Et je me demandais, est-ce que, parce que c'est dans votre, euh, c'était dans les perspectives, je pensais que c'était dans les recherches actuelles, hein. Est-ce que vous savez combien ça joue en fait, ou est-ce que c'est plutôt la réforestation, mais la gestion lui-même, est-ce que c'est plus important qu'il y a des forêts ou pas des forêts? Ou comment je gère la forêt? Et je me demandais si le Community Water Model, elle peut répondre à tout, à ces questions. Alors c'est effectivement dans les perspectives, donc c'est des choses que je souhaite creuser. La seule chose qui est sûre, c'est que, je vais prendre un exemple. Moi, en fait, ce lien entre l'eau et la forêt, ça va sembler bête, mais je l'avais jamais fait avant l'année dernière où j'ai, du coup, dans le cadre de mes enquêtes dans les territoires, j'ai échangé avec le directeur de l'ONF de Savoie. Et c'est lui qui m'a rappelé qu'à la base, les forêts, c'était les services des eaux et forêts, il y avait les deux qui étaient ensemble. Et lui m'expliquait qu'en vraiment, en Savoie, il y a un gros lien. Donc là, ça va plus être lié à ce que tu dis, la présence ou l'absence de forêt. Eux, ils la gèrent vis-à-vis des problématiques d'inondation, de glissement de terrain, de coulée de boue. En fait, c'est toute la politique de restauration des terrains de montagne qui avait été menée en France. Donc là, à ce niveau, dans les montagnes, l'effet, il est très clair. Il faut qu'il y ait de la forêt, sinon il y a de l'érosion, il y a des inondations, etc. Après, dans des zones moins pentues, moi, j'observe dans nos modèles, on observe enfin, un gros impact des forêts, notamment sur l'interception des pluies, qui est assez marqué. Il y a le côté évaporation qui est également marqué, mais également la forêt, ben, ça permet quand même aussi de favoriser la recharge des nappes, de limiter les écoulements à un certain niveau. Donc l'idée, c'est de trouver quel équilibre il peut y avoir entre les deux. Mais jusqu'à présent, en tout cas, j'ai pas forcément eu connaissance ou trouvé beaucoup de territoires où il y avait ces expérimentations. Et je sais que les gestionnaires locaux se posent beaucoup de questions là-dessus également. Donc désolé, Mais j'ai pas toutes les oui, mais réponses. s'il y a pas s'il y a pas des arbres, il y a le vert quand même, il y a des grasses euh, qui interceptent, qui évaporent.
Et ouais, je me Ça demandais, dé- est-ce que c'est, bien sûr, si c'est fait bare soil, si je fais un sol nu, bien sûr, ça va beaucoup jouer. Mais est-ce que... En fait, ça dépend des régimes de précipitation et ça dépend du relief beaucoup. Parce que là, la problématique qu'il y a eu dans les Alpes, c'était du pâturage. Si on regarde des photos dans les Alpes du siècle dernier, c'est assez marqué. On voit vraiment tous les sommets alpins qui étaient complètement déforestés, parce qu'il y avait du pâturage extensif présent de manière régulière. Et du coup, c'était que de la prairie. Le problème, c'est qu'en fait, la prairie, sur ces zones de forte pente, bah, elle avait tendance à partir par érosion du sol. Et on se retrouve, on observe toujours dans des paysages dans les Alpes des zones où il reste plus que de la roche nue, tellement ça a été érodé. En fait, le choix avait été fait à l'époque de remettre de la forêt, parce que la forêt était le seul couvert qui, dans ces endroits-là, permettait le maintien du sol et permettait de limiter ces problématiques-là. Donc là, c'est Ouais, vraiment spécifique en zone de forte pente. En oui, zone mais de je plaine, comprends, mais j'ai aussi entendu qu'en Espagne, ils commencent à couper des forêts parce qu'ils prennent trop de l'eau dans certains endroits. de ce que j'ai vu, c'est surtout ils font des éclaircies dans ces forêts. Oui, oui, Ils c'est coupent des pas la secteurs forêt en ciblés. intégralité, ils réduisent la densité d'arbres. Et justement, c'est des choses que je souhaite creuser, moi, de voir. C'est ce que j'appelle mesure de gestion forestière, c'est une des mesures. Et là, Mhm. ça dépend en fait du. L'hydrologie en Espagne est assez différente de l'hydrologie qu'on a en France, en termes de régime de précipitation, etc. Voilà, les questions en fait se posent euh, à ce niveau-là. Je fais juste une petite aparté et puis je passe la parole à Oliver. Je pense qu'il y a les deux, hein, enfin de mes connaissances. Il y a pas mal de travaux espagnols, effectivement, mais même français aussi, sur la densité des peuplements et comment ça permet d'adapter les peuplements au stress climatique. Mais il y a aussi en Espagne quelques cas en Catalogne, je pense, où ils empêchent en tout cas la forêt, donc ils empêchent la forêt de remonter en altitude pour se disant économiser de l'eau pour qu'il y ait plus d'eau qui arrive au fond des vallées, quoi. Pour l'instant, j'ai entendu mentionner ce cas une fois, je ne sais pas s'ils vont généraliser ou pas, mais donc a priori les deux existent. Et sinon, c'était pour signaler que justement, moi je travaille aussi sur la limite, la dynamique de la limite supérieure de la forêt. On n'a pas fait le lien avec au cours du temps, quoi. Et on n'a pas fait le lien avec le débit des rivières, mais je pense que ce serait super intéressant et je ne crois pas que ça a été trop fait. Et notamment, des forêts dans tout ce qui est RTM ont été plantées pour éviter les grosses crues. Mais ensuite, l'impact un peu plus complet sur le débit des rivières, des différents, des différents bassins versants et tout ça, je pense que ça n'a pas été tellement exploré, quoi. Mais bon, après, c'est un gros travail. Oliver, tu avais une question? Oui, bah, finalement, assez similaire à, à Mathias Finland. Bon, mais déjà, merci beaucoup, Elias. C'était vraiment très intéressant. Et je vais certainement aller jeter un coup d'œil sur la page web du Jus Sérieux. Ça m'intéresse. Aussi pour la petite commune. Je me demande si c'est un truc pour la petite commune où je suis. Bon, ma question, bon, similaire que Mathias, par contre, plus vers l'agriculture. Est-ce que le Community Water Model prend aussi en compte, du coup, des gros changements en termes d'usage de paysage? Pas juste forêt plus ou moins dense, mais je sais pas, changement de culture, passer du blé au maïs ou passer du maïs au pâturage et dans la perspective qu'est-ce que ça fait sur le système hydraulique? Alors, sur tout le volet forêt, c'est justement quelque chose que j'ai pas encore creusé, toute la sensibilité du modèle. C'est pour ça que c'est dans les perspectives. J'aimerais explorer. Je ne sais pas de quelle manière on pourrait intégrer des mesures vraiment particulières. Par contre, sur le volet agricole, ce que tu mentionnes, oui, on prend en compte. On peut intégrer des changements de pratiques pour faire. On a par exemple du blé actuellement, faire évoluer vers du maïs, vers du colza, du tournesol, ce genre de choses. En fait, ça nous demande juste d'aller récupérer, essayer de trouver des données auprès des chambres d'agriculture ou ce genre de choses, mais c'est des choses qu'on est en train de creuser sur le Pays Basque, par exemple. Là, j'ai pas de données précises à montrer, parce que c'est un travail qui est encore en cours, qui devrait être fini d'ici un mois ou deux, je pense. Là, les cartes que je montre en fond, en fait, c'était des travaux que j'avais menés sur des bassins versants en Bretagne. Et dans ma thèse, c'était assez basique comme approche. J'avais juste regardé la différence entre culture de manière générale et des prairies, c'est tout. J'avais pas été dans le détail de type de culture après. Là, au Pays Basque, on intègre également la mise en place de systèmes d'irrigation et le retournement de prairies pour différents types de cultures. Ça, on essaie de l'expérimenter. Euh, Là, j'ai pas de réponse précise à donner sur
que fait chaque culture exactement tout de Oui, suite, oui, quoi. bien sûr. Mais oui, mais c'est super intéressant parce que ça veut dire, bon, cette idée, changement climatique, diminuer la consommation de viande a un gros impact du coup sur l'utilisation du paysage, moins de pâturage, peut-être plus de lentilles et des graminées, moins de maïs aussi. Et effectivement, ça va être super intéressant d'avoir un peu des modèles là-dessus, des scénarios pour voir un peu quel impact ça a sur les systèmes hydrauliques. Bon, super, bah merci beaucoup. Valentin, tu avais une question? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend bien. Ouais. Bah déjà, merci pour la présentation qui était vraiment remarquable, très claire, très accessible, ça fait plaisir. J'ai mis dans le chat deux noms de chercheurs qui pourraient être intéressés pour des collaborations en économie. Ils sont au bureau d'économie théorique et appliquée, donc Serge Garcia et Yann Sadiltrup. Ils sont super sympas et, et ils bossent beaucoup sur tout ce qui est évaluation des services écosystémiques, consentement à payer. Enfin, il y avait pas mal de mots-clés en fait dans ta présentation qui revenaient et notamment ils se sont beaucoup intéressés surtout Serge, au sujet de l'eau. Donc, c'est vraiment des portes d'entrée J'ai intéressantes déjà si tu veux faire échangé. du... Ah, t'as déjà J'ai échangé déjà avec eux? échangé avec Serge. En gros, dans le cas du CNRS, juste pour l'histoire, j'avais essayé d'intégrer le bêta et j'avais Ah, ok. contacté Serge. Bon, ça peut pas se faire de ce qu'il m'a fait. Il m'a fait comprendre qu'en gros, si je suis pas économiste, je peux pas intégrer leur labo, mais Hmm. en gros, j'avais toujours en tête d'essayer de le mobiliser à un autre moment. Mais merci pour l'autre Bon, nom que je ne écoute, connaissais bon, pas. bah, t'as déjà le nom, ça marche. Merci encore. Excusez-moi, Cyril, j'arrive pas à lever, je trouve pas le bouton Ah, pour c'est lever pas la grave, main. tu peux Donc poser une j'aurais bien question. aimé. Oui, Ouais, vas-y. bonjour, Tu veux poser bonjour une question? Alias. Donc on s'est déjà contacté par mail, on a échangé un petit peu ensemble. Donc moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je suis en plein dedans. Et justement il me manquait ce côté modélisation qui m'intéresse beaucoup. Parce que depuis de nombreuses années, depuis 12 ans, on travaille beaucoup sur le levier, sur la gestion forestière et sur le levier qualité et quantité d'eau. Alors, je ne sais pas si la qualité rentre dans tes préoccupations, mais on a déjà fait plein de choses là-dessus. Donc, on a plein d'idées sur les leviers possibles. On les a expérimentés sans forcément après avoir de suivi de mesure pour savoir vraiment leur efficacité, entre guillemets. Euh, c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus parce qu'on a fait un projet dans le Puy-de-Dôme, là, où justement des sources en milieu forestier captées pour l'eau potable se sont taries pendant 2 années de suite. Et c'est poser la question de est-ce que c'est entre guillemets la compétition entre l'arbre et puis l'homme pour l'eau, avec le fait de ça consomme trop d'eau, donc il faudrait éliminer l'arbre. Donc bah là, du coup, il y a quand même les travaux chez nous, notamment sur l'application Biljou qui permet un peu d'y répondre, hein, de voir un peu ce qui se passe et de savoir que si on fait des éclaircies, on réduit la consommation en eau. Il y a aussi cet aspect aussi, je rebondis sur le RTM, la restauration des terres en montagne, donc qui a prouvé que l'arbre a son rôle à jouer sur le fonctionnement du cycle de l'eau et puis éviter l'érosion des sols. Et dans les Cévennes, justement, je suis allé aussi à une région dans les Cévennes où les Cévennols se posent la question de dire est-ce que l'arbre aussi rentre en compétition avec nous pour l'eau? Donc c'est quand même des questions qui sont redondantes et il va falloir réfléchir à une gestion forestière plus en équilibre avec la consommation en eau. Et du coup, bah, la question finale, c'est qui paye, entre guillemets, si on fait une culture différente, qui paye, entre guillemets, ce service rendu pour une forêt plus multifonctionnelle. Donc, il y a plein de choses. Et puis, juste pour terminer, ben, enfin, je pense qu'on va se reparler jeudi. Euh, il y a des préoccupations locales en Lorraine, notamment avec l'agence de l'eau qui veut pas mettre en place de bassines, enfin qui a décidé de pas mettre en place de bassines et qui essaye de restaurer les zones humides, notamment forestières. Et là, il y a besoin, entre guillemets, de modéliser cette zone humide-là et de savoir exactement où va l'eau si on met plus d'eau dans la zone humide, avec l'inquiétude, enfin c'est une petite inquiétude, mais c'est quand même une inquiétude, que le débit du cours d'eau va peut-être pas forcément évoluer, mais ce sera plutôt l'évapotranspiration qui sera plus importante et donc ce sera plus d'humidité dans l'air. Bah, certes aussi une baisse de température en local, mais pas forcément plus d'eau dans le cours d'eau, quoi. Donc il y a plein de questions comme ça qui se posent. Et donc, ben, moi, je suis prêt à travailler avec toi sans souci sur tous ces sujets-là. Trop cool. Ok. Bon, est-ce qu'il y a encore quelques questions? On est déjà un petit peu au-delà du temps, mais bon, ta présentation se prêtait également
facilement aux discussions et aux questions. Mais par contre, on n'a pas du tout, c'est sûr qu'on ne va pas épuiser le sujet ou les collaborations possibles juste aujourd'hui hein, avec cette courte présentation. Moi, j'avais juste à l'esprit, est-ce que tu as le nom aussi de Fabienne Barato? Parce qu'elle est chez nous maintenant et elle vient plutôt du département agricole, mais elle travaillait sur l'eau. Mais maintenant, elle est chez nous et elle travaille, enfin, elle commence à travailler sur la forêt. Et je pense qu'elle est, enfin, elle directement, elle n'est pas à cette échelle des modèles, mais par contre, elle a basculé, par exemple, aussi de la physique à la sociologie. Et je sais qu'elle s'intéresse à tout ce qui est un peu, justement, compétition entre les différents usages, quoi. Non, je connaissais pas, je note. Et elle a participé à des plans d'aménagement, notamment elle a été impliquée dans le gros projet qu'ils ont fait à Paris, là, sur, je crois que ça s'appelait Paris à 50 degrés ou un truc comme ça, là, celui qui a été un peu médiatique, où il y avait quand même aussi une partie gestion de l'eau. Ok. Et Vigie de l'eau, tout ça, tu es en contact, Philippe, avec eux? Parce que de notre côté, il y a quand même aussi pas mal de Oui, oui, structures. oui, oui. Donc, je suis avec la Vigie de l'eau, je suis aussi dans la zone atelier Moselle, donc qui travaille beaucoup sur l'eau aussi. On est en train de construire justement, on est en train de répondre à un dossier, enfin, à Ephéméris. Donc, je ne sais pas si tu connais Elias, là, justement, sur ces sujets-là. On est en train de monter un programme Interreg sur l'eau forestière, donc avec les Belges, les Allemands et les Luxembourgeois, avec tous aussi ces éléments aussi sur la quantité, mais aussi sur la qualité, hein. Donc, il y a quand même la qualité, mais c'est qu'est-ce qu'apporte, entre guillemets, la forêt par rapport aux inondations, par rapport aux, aux problèmes d'étiage de plus en plus sévères. Donc là, on travaille aussi avec. Donc là, on est en train de juste de répondre. Normalement, c'est déposé, je crois, jeudi ou vendredi, ce dossier Interrègle avec Éric Lacombe, une partie française. Donc il y a plein de choses qui se passent en ce moment autour de l'eau, hein, parce que ça bouge beaucoup. Et donc, ben, Elias, c'est bien qu'on puisse faire un point général sur tout ça, parce que bah, ta façon de voir les choses, c'est la modélisation qui nous manque un peu, bah, ça pourrait être intéressant de le rajouter dans nos réflexions. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, moi, pareil, Fabienne, bah, je travaille beaucoup avec elle parce que on fait beaucoup de projets d'étudiants et on fait toujours de la socio. Et on essaie de faire souvent des ateliers participatifs pour, à la fin du projet, pour que les gens s'approprient le sujet et travaillent ensemble. Et c'est vrai que ben, le monde de la forêt et le monde de l'eau ne se parlent pas beaucoup. Parce que jusqu'ici, on considérait que la forêt, c'était pas un problème pour l'eau, hein. C'était vraiment l'exigence de l'eau, c'est oui, mais les forestiers, vous êtes plutôt, vous préservez la qualité de l'eau. Pour la quantité, on s'en fichait un peu à une époque. Et tout doucement, les agences de l'eau s'intéressent aux têtes de bassin versants. Et souvent, une tête de bassin versant, c'est de la forêt. Et du coup, ça change un peu la donne, quoi. Donc, il y a plein de choses qui arrivent en ce moment pour le milieu forestier. Jusqu'il y a peu de temps, c'était pas un sujet, quoi. L'eau bleue n'était pas un sujet pour la forêt, entre guillemets, quoi. Mais ça vient d'arriver depuis peu, quoi. Et pour faire écho à ça, mais je crois que je t'avais déjà dit, Elias, les départements, donc à INRAE, chez nous, Ecodiv, donc département diversité, mais enfin forêt, et le département qui s'occupe des hydrosystèmes, là, je ne sais plus comment, il s'appelle à quoi, en fait, facile. Ouais, ouais. Ils ont identifié comme justement qu'ils ne collaboraient pas assez, enfin, même on peut dire pas pour l'instant, et enfin, sauf par des individualités, quoi. Et donc, ils avaient identifié ça comme quoi le grand chantier du prochain quadriennal là, à venir, de collaboration entre les deux départements, quoi, identifier des sujets prioritaires et puis mettre des moyens là-dessus. Donc, c'est un sujet qui est aussi à l'INRA, qui est a priori bien senti comme important. Alors, pour rebondir là-dessus, ce que dit Cyril, côté AgroParisTech, les gens qui travaillent sur l'eau, on est un peu dispersés entre Montpellier, Paris et Nancy. Donc, on a construit un truc qui s'appelle Réseau, entre guillemets. Et pareil, on fait des échanges entre nous de pas mal d'informations et tout ça. Donc, bah, tu serais bienvenu de présenter aussi ton travail parce que je pense que ça intéressera à mes collègues aussi de savoir un peu ce que tu fais. Et, alors, sur la partie forêt, je suis un peu le seul, entre guillemets, je suis un peu isolé. Mais voilà, mais ce serait intéressant quand même d'en discuter parce que sur la modélisation, par contre, ils ont peut-être aussi des expériences agricoles notamment. Oui, je suppose à Montpellier beaucoup. Ouais. Ok. Bon, moi, je vais devoir vous quitter, mais est-ce que, Caroline, tu dois y aller aussi ou bon, je pense que, est-ce que
on a fait un peu le tour des questions, mais en tout cas, tu vois que on a fait le tour des questions là aujourd'hui, mais pas de tout ce qu'on peut faire ensemble. Donc, merci beaucoup à nouveau pour cette présentation. Et puis, bah, continue bien avec Philippe. Et puis, tenez-nous au courant des avancées. Et puis, s'il se dessine quelque chose. Puis, n'hésite pas si tu as besoin d'autres contacts ou s'il y a des choses dont on a parlé qui t'ont échappé, on peut te répondre aussi par email. Avec plaisir. Je vais juste enregistrer la discussion, comme ça, ce sera Ah oui, c'est ça. avec tous les éléments que vous avez mis. Et juste, Philippe, Oui. dans l'idée, je crois, on avait initialement envisagé de se voir cet après-midi. Je crois que je m'étais trompé dans la date, je l'avais modifié après. C'était jeudi que je t'avais mis, j'avais mis le 12 au lieu du 10. Je suis dispo les deux. Mais si tu veux, on peut en discuter tout de suite en suivant. À la base, j'avais en tête qu'on discute en suivant de cette Et réunion, en fait. Mais on peut en parler tout de suite derrière, c'est-à-dire, je sais pas si on peut garder le. je t'avais renvoyé je te renvoie un lien visio si tu veux, si Sinon, c'est je un pense que truc. vous pouvez même garder celui-là. Enfin, moi, je suis sûr que je peux me déconnecter. Caroline, je pense que tu peux aussi. Je vais arrêter. Ce que je te propose, déjà, c'est qu'on reste sur le lien là tant qu'il fonctionne, et puis si ça Ok, super. tombe, on se recontacte. Eh Très ben, bien. bon après-midi et puis